Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Oui, ça va être le premier d'une série de 3 vidéos. Je ne sais pas à quel point je vais pouvoir les faire de façon consécutive, mais je me promets de faire les 3 là, dans les jours qui viennent, si possible. Par rapport à un jeu de rôle ancestral, en fait le premier jeu de rôle qui ait jamais existé. Je parle ici de Donjons et Dragons, la version 0. Donc, pour vous mettre un peu en contexte, un peu avant les fêtes, j'avais un crédit chez Drive-Thru RPG, donc le magasin en ligne là, pour acheter des PDF, parce que j'ai vendu une coupe d'affaires d'Hero Kids. Fait que j'avais un peu de crédit, puis ça faisait longtemps que je voulais regarder ce jeu-là. T'sais, ça m'a toujours posé la question, qu'est-ce que c'est en réalité de l'avoir et de le lire? Puis de voir un peu comment les gens de l'époque, essayer de me mettre dans la peau des gens de l'époque, puis voir qu'est-ce qu'ils pouvaient bien comprendre de ce jeu-là. C'est ça, c'était pour assouvir ma curiosité, puis étant donné que, d'une certaine façon, le jeu me coûtait, entre guillemets, rien, parce que j'avais comme de l'argent chez Drive-Thru, je disais, ah ouais, donc. Puis aussi, ben là, c'est ça, là, c'est moi, là, vous me connaissez, là, des fois, je me fais challenger, vu que je fais pas du donjon habituellement, mais que le monde dit, mais pourquoi tu prends pas Donjons et Dragons? Moi, je connais ça, Donjons et Dragons. Je joue au vrai Donjons et Dragons, mais moi, je vais dire, non, le vrai Donjons et Dragons, man, il y en a juste un, puis c'est celle-là. Tout ce qui est après, il porte le nom encore, mais c'est des règles maison basées sur cette affaire-là. Là. C'est ça. Mais reste que c'est ça, c'est quand même très instructif ce qu'il y a là-dedans, OK? Fait que, ouais, pourquoi 3 vidéos? C'est parce que 3 livres, ça venait en 3 livres, tu sais, bon, de ce que je me souviens, puis au pire, les petits historiens experts pourront me corriger en bas, là, mais c'est ça, Gary Gygax, en fait, a co-écrit avec Dave Arneson un système de règles. Il mélangeait le principe de Chainmail, un jeu que Gary Gygax avait fait pour des combats de figurines dans des mondes fantastiques. Ce qui était comme quelque chose d'un peu nouveau à l'époque, parce que les wargames, c'était surtout des trucs historiques, tout ça. Par la bande, ben Dave Anderson avait des idées, il faisait déjà historiquement, puis tu sais ça, en tout cas, il y a un documentaire là-dessus comme de quoi, il faisait déjà du jeu de rôle avec un système qu'il avait inventé, là. Puis ça s'appelait Blackmore. Donc, c'est ça, fait qu'ils se sont associés pour faire de quoi? Bon, avec d'autres gens, et ils ont fondé TSR, la compagnie, célèbre compagnie de l'époque, Tactical Studies and Research. Donc, c'est ça. Puis, ils ont fait Donjons et Dragons, puis ils ont envoyé ça dans des boîtes, tout ça. Puis, ils ont tout fait ça dans son sol, là, les peut-être 2000 premières boîtes, c'est ça. Puis, c'est ça, ça a pogné en fait dans les universités. Les universitaires, ils trouvaient ça bien génial comme jeu, mais ils se l'appropriaient un peu comme qu'ils voulaient, parce que je vais vous dire une affaire, c'est pas clair, ce jeu-là. C'est pas clair. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, euh, Gary Gygax et Dave Anderson, il y avait comme dans l'idée que leur public cible, ce serait des gens qui font déjà des wargames, puis qui sont déjà familiers avec certaines des termes et des procédures pour jouer un jeu de ce genre-là. Mais c'était quand même une innovation, c'était de dire, OK, tu joues un personnage, puis c'est pas une armée, puis c'est ça. Fait que là, ben, pourquoi 3 vidéos? C'est ça, c'est parce que c'est ça. Comme je disais, ça venait en 3 livres. Fait que je vais comme commenter 3 livres. Cette vidéo-là risque d'être un peu plus longue parce que c'est le premier livre. Il y a pas mal de stock là-dedans. Mais les 2 autres, ça va peut-être être un peu plus rapide. On va voir. Donc, le premier livre, la couverture, c'est soit dit en passant, ça, c'est pas l'image originale. Ça, c'est Wizards of the Coast qui ont voulu mettre de quoi de plus joli. C'est la seule image, à ce que je sache, qui a été, du moins, ce qui a de l'air d'être modifié, parce qu'à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est comme carrément des scans du livre original. Ça s'appelait Men and Magic. OK? Donc, c'est le Book One. Donc, Rules for Fantastic Medieval Wargames. Donc, des règles pour du wargame médiéval fantastique. On est encore avec le terme wargame, jeu d'armée, tout ça. Campaigns playable with paper and pencil and miniature figures. Donc, il impliquait que tu avais besoin de figurines. C'est ça. Déjà, il y avait comme une instruction. Fait que, tu sais, OK, je vais commenter de façon un peu professionnelle, comme vous me connaissez. Fait un peu le truc. Fait que c'est ça. Donc, c'est ça. Bon, l'index qui trouvait la table des matières. Guy Gagas, Dave Anderson. Donc, là, ici, c'est une belle introduction qui explique un peu la patente. OK? Je
vous ferai pas le résumé nécessairement de ce qui est dans l'introduction, mais souvent les introductions, c'est quand même assez intéressant. Puis mais en gros, moi j'ai lu ça. J'ai essayé de me mettre dans la peau de quelqu'un qui a ça pour la première fois, puis il dit hey, ça a l'air, c'est pas pire ce jeu-là. Et j'ai pas vraiment compris comment ça se joue un jeu de rôle à partir de là. T'sais, ils disent que tu vas faire des trucs dans un monde fantastique, puis c'est tout ce qui était, on va dire, dans le fond, ces règles, ce ne sont qu'un guide, fait que le guidelines ici, c'est un guide, puis pour créer ta propre campagne médiévale fantastique, puis c'est ça, ils disent que tu as besoin de ton imagination. Bon. Fait que là, le scope, bon, c'est ça. Là, il y a une affaire qui est drôle, c'est le nombre de joueurs. OK, un peu. De 4 à 50 joueurs. 50 joueurs. C'est sûr que là, il y en a qui font le saut. C'est sûr que tu prends ça littéralement. Tu dis quoi? 50 joueurs dans une même salle qui jouent à ce jeu-là. Déjà que tu sais pas trop ce qui se passe avec ce jeu-là. Tu peux jouer à 50 joueurs. Bon. De ce que j'en sais, parce que j'ai vu différents articles, différentes vidéos qui en parlaient. C'était pas 50 joueurs en même temps. L'idée, c'est que le meneur de jeu avait une campagne vivante l'idée, c'est que c'était en temps réel. Si tu jouais, mettons, un vendredi soir, puis tu venais le vendredi soir après, le meneur de jeu devait faire comme un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant la semaine. Et pendant la semaine, peut-être qu'il y a eu d'autres groupes. Fait que les 50 joueurs font partie peut-être de plusieurs groupes qui sont dans le même univers. T'sais. En tout cas, quelque chose de même. Ça dit ce que tu as besoin, préparation pour leur campagne. Fait que là, dans le fond, premièrement, tu dois faire une demi-douzaine de maps de souterrains avec des monstres, puis tout ça, des trésors, puis ça pas. Fait qu'ils disent, fais des maps. OK, là, on sait toujours pas comment jouer, mais on dit, fais des maps. C'est ça. C'est ça. Fait que là, après ça, ben là, il faut que tu décides quels rôles seront joués par les joueurs. C'est ça. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, tu as 3 classes. Tu as le Fighting Man, le Magic User et le Cleric. C'était les 3. Évidemment, nous, on les connaît aujourd'hui. On sait dans quoi ils sont bons. C'est ça, mais tu sais, déjà, mettons, là, ils disent, mettons, le Fighting Man. Fait que là, tu peux aussi être un elfe, un nain ou un halfling Fighting Man. Les Magic Users, ça peut juste être des men ou des elves. Clerics are only limited to men. C'est juste des hommes. Non, mais des humains. Là. On mène dans le sens d'humain. Là. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ils parlent déjà que les non-humains sont restreints dans certains aspects, mais ils ont quand même des trucs cool pour d'autres. Ils en parlent plus loin. Fait que là, dans le fond, le Finding Man, ils disent, OK, toutes les armes magiques sont utilisables par les Fighting Men, ce qui est un gros avantage. Puis ils ont plus de points de vie. Bon, ça, ils le disent. Tu sais pas comment ils jouent ce jeu-là. T'apprends que ça paye plus de points de vie. Bon. C'est ça. Puis là, ils parlent déjà que quand t'es hot, là, tu peux être un baron. Puis là, ils disent déjà comment ramasser tes taxes en tant que baron. 10 pièces d'or par habitant. Ouais, OK, on n'est pas rendu là, mais on le sait. Bon. Magic Users, ils disent, are the most powerful characters in the game. Mais c'est long avant de se rendre là. Ils ont raison en disant, parce que les sorts, là, on va en parler un peu tantôt, là, mais on va dire, ça ramasse en Simonac, la magie là-dedans. Là. C'est ça, puis OK. Puis là, tu sais, déjà, tu as comme une explication, là, comment ça coûte tes potions, puis tout ça. Tu sais, un peu, tu sais, on t'explique c'est quoi le personnage, mais déjà, on te parle déjà d'acheter des affaires, t'sais. Bon, le cleric, qui a l'avantage des 2 classes en même temps, c'est comme un genre de guerrier magicien. Mais c'est ça. Puis le One Cleric, c'est ça, ça dit comment ça coûte de faire un château, en plein milieu du paragraphe. Là, c'est comme, c'est là qu'ils te le disent. Là, c'est comme, OK, mais qu'est-ce que je fais avec mon clair? Bon, là, t'as les non-humains, nains, elfes, halflings. Fait qu'avec ce qu'ils font bon et où est-ce qu'ils sont limités. Check ça, le beau nain. Bon, ça. Other character types. C'est là que là, tu sais, il y a comme de quoi de très ouvert. Là. Il n'y a aucune raison qu'un joueur ne peut pas jouer à peu près ce qu'il veut. En acceptant que ça soit relativement faible au début et qu'il work up to the top, donc prenne le temps de se rendre au maximum de ce qu'il peut être. Fait qu'un joueur qui veut être un dragon pourrait être
pourrait, ouais, être un très jeune dragon, puis c'est ça. C'est ça, déjà, ils disent, bah, tu pourrais être n'importe quoi, tu sais. C'est ça, là, tu sais. Bon. Fait que là, ici, on parle un peu des alignements. On sait pas trop à quoi ça sert. Ben, tu sais, on dit que c'est un peu comment le personnage agit, puis un peu... On parle déjà des créatures. C'est quoi l'alignement qu'ils ont, t'sais. C'est ça. Changing Character Class. Ils disent qu'il faut que tu aies au moins 16 dans la... Mettons, tu es un guerrier, tu veux devenir magicien, mais il faut au moins que tu aies 16 dans le Prime Requisite. C'est quoi le Prime Requisite? Ils n'en ont même pas parlé encore. Ou ben non, c'est quelque chose caché quelque part dans le texte, mais c'est l'intelligence. Moi, je sais que l'intelligence, mettons, c'est ça. Puis là, ici, on fait un beau personnage. Lui, ce qu'ils disent, là, c'est le meneur de jeu qui roule les dés pour toi. 3d6 dans l'ordre. Force, intelligence, sagesse, constitution, dextérité, charisme. Puis c'est ça. Puis là, t'as un nombre de pièces d'or. C'est comme un jet de dés x 10. Puis voilà. Fait que là, ici, t'as Zilarten, le Magic User. Il est super pas fort, mais il est intelligent un peu. Il a plus de sagesse. Il a de la constitution un peu. C'est ça. À quoi servent ces caractéristiques-là? Il en parle un petit peu. Fait que... écoute, j'essaie de regarder, là, mais c'est ça, il n'y a pas grand-chose. Ça dit ce que ça fait, mais ils disent pas comment l'utiliser. C'est ça, il y a juste le charisme qui a comme de quoi un peu plus développé. Selon ton charisme, tu vas avoir des suivants et leur morale, c'est ça. J'avoue que le principe d'avoir des gens qui t'assistent, c'était super important dans cette version-là de Donjon, parce que c'est ça, il partait avec le principe que tu ne pouvais pas tout faire tout seul. Aujourd'hui, c'est sûr que tu te fais un groupe d'aventuriers, ils n'ont pas tendance à se prendre des assistants, là, ils sont comme trop autosuffisants. C'est un peu ça l'idée à cette heure, mais dans le temps, non, c'était ça. Tu n'étais pas autosuffisant. Tu avais besoin de monde pour faire des affaires pour toi. Il fallait que tu les payes. Là, il ne s'est pas encore expliqué comment ça marche, c'est ça. Fait que là, ici, entre autres, les bonus et les pénalités, c'est un peu mélangé. Tu as comme un peu comme des bonus au point de vie, tout ça, quand tu as tant de constitution, tout ça. Puis aussi, par rapport à ta classe, les bonus de points d'expérience. Parce qu'il y a beaucoup de choses par rapport à l'acquisition de niveau, que c'était les points d'expérience. Puis si tu avais l'habilité qui avait un rapport avec ton personnage, OK, puis que tu étais haut, ben, tu avais un bonus en points d'expérience. Bon, les langages, on dit comment les langages ça marche. Bon, là, on parle des non-player characters. Fait que là, c'est ça. Fait que dans le fond, quand tu rencontres... tu sais, il parle de... Tu vois, tu peux les payer, c'est ça. Tu peux essayer de les charmer. Ici, il y a comme la réaction, c'est 2d6, puis probablement, tu as des modificateurs grâce à ton charisme, entre autres. Puis à savoir, OK, tu rencontres un personnage non-joueur, OK, à quel point, comment ils vont réagir par rapport à toi, tu sais. Fait que dans le fond, est-ce qu'ils sont enthousiastes, vont être loyaux, tout ça. Puis ça, c'était dans n'importe quel type de personnage non-joueur. De ce que j'ai compris, tu pourrais rencontrer une bande d'orques sanguinaires. Tu peux aller à cette table-là, puis tu sais, voir ce que les dés te disent. Hein. Fait que là, ils disent comment capturer des personnages non-joueurs, la loyauté, là, c'est ça, ta gang, là, c'est ça. Fait que là, le moral, à quel point que tes employés, si tu veux, vont sacrer leur camp ou pas. Les relatives, OK, OK, ah ouais, c'est ça, mettons, dans le fond, tu peux décider que tu as comme un fils ou un frère, que tu lègues tes trucs parce que tu veux pas nécessairement repartir à ça. Bon, là, on parle d'affaires. Belle liste d'équipements avec le prix. C'est sûr qu'on checker ça avec des gros yeux, tu sais. C'est ça. Puis bon, là, les classes d'armure, l'encombrance, on a le poids. Et là, ici, c'est là qu'on parle de monter de niveau, comment ça coûte. Ça, c'est le nombre de points d'expérience. Remarquez qu'il n'y a pas de chiffre de niveau. C'était seulement les titres. C'est comme le guerrier, on était vétéran, un guerrier, un swordsman, un hero, swashbuckler. J'avoue que, tu sais, d'avoir les titres, c'était cool, tu sais. Tu pouvais comme, genre, flasher ça dans la face des personnages non-joueurs. Regarde ça, moi, je suis maintenant un myrmidon. Voilà. Puis là, il y avait les niveaux maximum pour les elfes et les nains. C'est ça. C'est un peu pourquoi. C'est ça. Puis là, les hit dice, comment ça marchait.
Ça. Puis là, les points d'expérience, c'est ça que j'ai lu qui était intéressant dans le temps. Bon, tu avais le prime requisite, ce qui est important pour ton personnage pour avoir un bonus. Mais il y avait aussi un principe, comme de quoi que, tu sais, un meneur de jeu qui préparait un donjon, mettons, de niveau 5. Puis tu étais niveau 8. Puis tu gagnais de l'expérience, en soit dit en passant, en ramassant un trésor. C'est pas nécessairement en tuant les monstres, c'était le trésor que tu ramassais, nombre de pièces d'or, c'était un point d'expérience. Sauf que si tu allais dans un donjon qui était d'un niveau plus bas que toi, ben tu recevais une fraction des points d'expérience. Tu étais niveau 5, tu vas dans un donjon de niveau 8, tu avais le 5/8e de l'expérience. Bon. Ça. Puis là, il cite les fighting capabilities. Moi, de ce que je vois là-dedans, c'est que probablement qu'il se fiait sur le fait que tu avais Chainmail. Le jeu de Gary Gygax. Sauf que là, il a dit, ben là, c'était pas Chainmail, voici une façon alternative, et c'était comme, justement, là, par rapport à ton armure, les hit dice, ça, c'était, ouais, c'est ça, puis, tu sais, c'était quoi, finalement, le fameux, ce qu'ils ont appelé plus tard le taco. Tout était là, les saving throws, les jets de sauvegarde, on connaît ça. Bon, les tables de sorts, là, on commence à parler, là. Et comment retourner les morts vivants, comme qu'on connaît. Écoute, les sorts, c'est fort en Simonac, OK? Bon, c'est sûr que aussi, il y avait un effort à avoir les sorts dans le temps. Tu partais pas tout avec les sorts, pis ça. T'en avais, j'ai pas été laid, mais je pense que t'en avais pas tant que ça. C'est ça, moi je me souviens de la boîte rouge que ton chien partait avec un sort. T'sais. Fait que tu choisisses bien. Mais tu prends Charm Person, OK? C'est un niveau 1, ça, là. Fait que là, c'est ça. Fait que là, dans le fond, c'est toutes les ça peut être plein de sortes de personnages non-joueurs, tout ce qui a 2 jambes. Puis, excusez, encore une fois, l'eau qui coule. C'est ça. Puis là, c'est sûr qu'il y avait des exclusions, comme les sprites, les nixies, les kobolds, les gobelins, bon, ça va. Mais tu sais, si le sort réussissait, j'imagine qu'il y avait, ils le disent pas, là, mais on parle peut-être d'un saving throw derrière ça, ben là, c'était complètement sous l'influence du Magic User, jusqu'à temps qu'il soit dispelled, puis ça prenait dispel magic. C'est-à-dire que tu charmais quelqu'un, il était charmé tout le temps. C'était pas une affaire de ça dure 1 heure, là. Non, non, c'était tout le temps. Puis quand tu regardes les sorts, des fois, tu t'aperçois, tabarnak, c'est fort. Mais en fait, c'est ça qui arrive, il y avait un effort à acquérir ces sorts-là. Là. C'était pas facile, c'est ça. Quand tu les avais, c'était efficace. C'était pas quelque chose comment je pourrais dire, d'acquis. Là. À Star, ben, quand tu joues à Donjon 5, mais tu as plein de sorts, comme, tu as trouvé ça en ouvrant une boîte de céréales, puis tu as tes sorts. Mais non, là, dans ce temps-là, tu cherchais tes sorts pour vrai. Fait que là, tous les sorts jusqu'à 5e niveau, blablabla. OK, puis là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le Magical Research, c'est ça, comment faire de la recherche magique. Puis c'est pas mal ça. Ils disent comment avoir un livre de sorts. Fait que là, dans le fond, tout ça, il parle rapidement de comment ça coûte, comment tu fais pour copier un livre de sorts. Bon. Mais il n'y a pas beaucoup de règles. Et c'est là que c'est là que je regarde ça, je me dis, ouais, il n'y a même pas d'exemple de jeu. Il vient dans le livre 3. Fait que on s'en reparlera quand on sera rendu là dans les vidéos, là. Mais moi, je lis ça, j'essaie de regarder ça d'un point extérieur, c'est un peu mystérieux. Ça dit certaines affaires, ça dit que tu as des points de vie, ça dit que tu roules un dé, tu vas pogner selon la classe d'armure, puis c'est ça, il y a comme des éléments qui sont mis là. Mais c'est pas tout expliqué, mais c'est ça, c'est le premier jeu aussi, puis c'était relativement abstrait. Comme je dis, probablement qu'il y avait un public cible en tête quand ils ont écrit ça. Deuxièmement, ben, il fallait qu'ils inventaient un peu c'était quoi le concept du jeu de rôle. T'sais, eux autres, ils se comprenaient probablement autour de la table, mais comment mettre ça en mots? T'sais, c'est un art d'écrire un livre de règles, puis c'est ça. Il y a quand même une belle plume, Gary Gygax, mais c'était son premier livre, fait que c'est sûr que c'était bien, bien mystérieux, puis de ce que j'entends parler, c'est souvent, à cette époque-là, les gens comprenaient le jeu quand ils allaient voir des gens jouer, puis qui avaient compris comment jouer. C'était comme un peu de bouche à oreille. Fait que c'est ça. Puis le jeu en tant que tel, mettons que tu comprends comment ça marche, ben tout est à faire, là. Parce que là, tu sais, ta seule limite, c'est l'imagination. Oui, mais OK, qu'est-ce qui se passe quand que tu mets un défi, genre grimper un mur, mais t'es pas sûr. Le voleur n'existait pas encore avec ses pourcentages pour faire ça, là. Fait qu'il fallait comme que tu
fassent des arbitrages. Probablement comme qui se faisait dans des grosses parties de Wargame où tu avais un arbitre pour les tables, puis tu sais, les gens, quand ils étaient devant une situation qu'ils voyaient que les règles ne couvraient pas, ils allaient voir l'arbitre, ils disent, quand on a telle situation, qu'est-ce que tu nous dis de faire? Mais l'arbitre, il disait, ben écoute, pour rouler un dé, t'as une chance sur 3 de l'avoir, tu sais. C'est ça, c'était l'arbitre qui tranchait. Fait qu'il part peut-être avec cette idée-là, mais ça, c'était un jeu que probablement toutes les tables faisaient de façon complètement différente. Ils partaient de là, puis pouf, ils expansionnaient ça bien ailleurs. Et c'est ça aussi qui a donné naissance à bien des jeux quand même assez rapidement. Tunnels and Trolls, RuneQuest, un paquet de jeux qui sont sortis pendant que ce jeu-là était le Donjon et Dragon, avant que Advance arrive, Blue Huns. Il y a déjà du monde qui ont comme compris le principe. Ils disent, ouais, mais attends un peu, on peut organiser ça pour que ça soit plus compréhensible. Puis c'est ça qui est arrivé, parce que, ouais, c'est ça. C'est un peu chaotique, ce livre-là. Mais, bon, tu sais, ça reste quand même qu'aujourd'hui, quand on regarde ça avec du recul, c'est sûr qu'on, tu sais, le jeu reprend beaucoup de choses de ce modèle-là, fait qu'on comprend un peu plus qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, mais dans le temps, probablement que le monde était mêlé avec raison. Puis, tu sais, peut-être finir avec l'anecdote. Euh, je sais que les créateurs des livres dont ce héros, Steve Jackson, Ian Livingstone, qui avait un magasin de jeux de société, ont été approchés par Gary Gygax pour dire, hey, vous êtes le genre de magasin pour vendre mon jeu. Puis quand ils ont su le jeu, ils ne comprenaient rien. Puis il a fallu qu'ils aillent aux États-Unis faire un voyage d'affaires, puis dire, OK, il y a une gang qui vont jouer à ça. Puis c'est là qu'en voyant, ils ont compris. Ah, c'est ça le jeu. Mais c'est ça, mais imaginez que c'était du monde qui était dans le monde du jeu de société. Donc, tu sais, des règles, c'est ça, puis ils sont pognés de livres. C'est comme, c'est quoi cette affaire-là? Ils ne comprennent rien. Ben, tu sais, avec raison. C'est un jeu un peu incompréhensible. Mais bon, reste que, tu sais, c'est ça, comme je te dis, avec un œil moderne, je pense qu'on est plus en mesure d'interpréter ce qu'il y a dedans et de l'utiliser. Vite de même, là, avant, puis je vais le dire probablement pour les autres, est-ce que je jouerais à ça? Probablement pas, non. Probablement pas, mais tu sais, s'il y a un petit comique qui me dit, moi, je joue au vrai Donjons et Dragons, il va sortir ça, parfait. Là, je serais prêt à faire le sacrifice, dire, OK, tu veux jouer au vrai Donjons et Dragons? Tiens-toi bien, on va jouer à ça. François Letard, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.